histoire. C'est une vieille histoire qui date du temps de mes études à Toulouse, où j'avais un prof qui s'appelait René Nelly et qui faisait un cours sur les troubadours, mais qui était aussi ethnologue, qui faisait de la collecte de contes, de légendes, enfin de tout ce qui circulait comme culture dans le peuple, c'est-à-dire du côté de chez moi, dans les Corbières. Voilà. Et, et voilà, je me suis joint à lui. J'ai découvert les contes comme ça, en les entendant raconter, parce que moi, dans mon enfance, je suis un enfant de la guerre. Je suis né en 1936, donc vous voyez, j'avais 10 ans à la Libération, quoi. Et mes parents étaient des militants, résistants, etc. Et on ne me racontait pas d'histoire, on ne m'a jamais raconté de conte. J'ai rencontré le conte plus tard, au cours de mes études, comme je vous le dis. Euh, voilà. Ça m'a tout de suite passionné, accroché, parce que je me suis aperçu que les contes constituaient une véritable culture. C'est quand même des histoires magnifiques. Et d'où elles venaient, ces histoires? Et pourquoi les gens, des illettrés, savaient les raconter? Et pourquoi des gens qui étaient lettrés, cultivés, ne savaient pas les raconter? Comment ça se fait? C'était curieux, ça. Et puis ici, quand j'allais voir ailleurs, dans d'autres sociétés, l'Afrique par exemple, la culture orale africaine est extraordinaire. Voilà. Euh, j'ai appris par la même occasion que l'écrit n'était pas... Bon, c'était donné comme le signe savoir lire, écrire, avoir beaucoup lu, etc. C'était donné comme un signe de grande culture. Mais c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui sont d'un extraordinaire savoir, qui savent beaucoup de choses, y compris dans la poésie, dans la littérature. Parce que le conte est un genre littéraire, c'est de la littérature orale. Voilà, c'est ça qui va intéresser. Bien sûr, bien sûr, le temps du conte, le temps où on raconte est un temps suspendu. Ce n'est pas le temps quotidien des travaux quotidiens. Ce n'est pas le temps social où on s'occupe des affaires de la cité ou du village, enfin. Non, c'est un moment de temps suspendu. Le plus grand compliment qu'on puisse faire à un conteur, c'est de lui dire le temps n'est pas passé. Voilà, où on n'a pas vu passer le temps. J'ai appris plus tard, beaucoup plus tard, que effectivement le temps ne passe pas quand on raconte. C'est pas le même temps qui passe. On n'est plus dans la durée. On est dans une autre dimension du temps. Euh, toutes les sociétés ont considéré le temps du conte comme sacré. Sacré dans la mesure où, manifestement, déjà chez les Grecs, c'est les muses, c'est-à-dire les esprits, la création, qui inspiraient les conteurs, ou les aèdes, enfin les poètes. Euh, en Afrique, je crois que c'est au Togo, si quelqu'un interrompt le conteur s'adresse immédiatement à l'esprit qui l'aide à raconter, ou qui lui dit, c'est pas moi qui ai interrompu le conte, hein, c'est un tel ou c'est un tel, ne te venge pas sur moi. Ce qui signifie bien qu'il y a autre chose qui intervient quand on raconte. Quelque, quelque chose de l'ordre de l'invisible, des esprits. Voilà, c'est vrai partout. C'est vrai pour moi aussi. Euh,
moi, je pratique ça. Je- mais je ne peux pas dire que j'y crois. Mon mental, mon intelligence, ma capacité logique me dit que c'est tout ça, ces histoires, que c'est pas vrai. Mais il y a une part de moi qui croit à ça, qui croit qu'il est nécessaire de se mettre en relation avec les esprits avant de parler. Et je le fais. J'y crois pas, mais je le fais. Un message à faire passer, non. Moi, mon désir, c'est de raconter l'histoire, raconter le mieux possible une histoire que j'aime. Voilà. Le mieux possible une histoire. Faire aimer ce que j'aime. Euh, voilà. Mais ça, c'est banal. Quand vous rencontrez. Quand on vous raconte une histoire drôle qui vous fait rire, vous avez envie de la raconter à des copains pour les faire rire. Voilà. C'est du même ordre. Message, non. Les contes se débrouillent pour dire ce qu'ils ont à dire à tout un chacun. Il faut les servir le mieux possible. Moi, j'essaie de les servir le mieux possible, c'est-à-dire les raconter le mieux possible pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Je crois, dur comme fer, que les contes sont des êtres vivants. C'est pas que moi qui le crois, toutes les sociétés dites primitives le croient, le disent. Euh, et d'ailleurs, j'ai eu mille preuves que les contes agissent tout seuls. Moi, quand je raconte une histoire et que quelqu'un me dit cette histoire pour moi est fondatrice de quelque chose, enfin bouleverse ma vie, c'est l'histoire qui le fait, c'est pas moi. Voilà, servir l'histoire, c'est tout ce que c'est toute mon ambition. Je vais pas faire la démago là, non, je crois pas. Euh, je crois pas. Je ne crois pas que. Je sais qu'il y a une truc publicitaire qui a l'air de dire tout le monde est créateur, vous êtes tous créateurs, vous êtes tous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que le fait est qu'il y a des gens qui créent, d'autres qui créent pas. Voilà. Et puis parmi ceux qui créent, il y a des génies et il y a des besogneux. Voilà. Et c'est comme ça. Non, je crois que être un créateur, bon ou mauvais, c'est pas la question. C'est être un peu, il faut être un peu en dehors des normes sociales, je dirais, des catégories sociales, quoi. Un créateur est forcément pas bien intégré dans la société dans laquelle il vit, parce que justement, lui est chargé d'amener quelque chose dans cette société qui va troubler l'ordre, parce que c'est quelque chose qui n'était pas avant lui s'il le crée. Hein. C'est pour ça peut-être que le conte, traditionnellement, il a sa place en dehors des catégories sociales, des travaux. C'est la nuit d'ailleurs, on raconte la nuit. C'est-à-dire en dehors de l'activité sociale, professionnelle, enfin, etc., des travaux des champs, par exemple. Euh, voilà, dans un autre lieu du temps. Je crois que les créateurs sont des gens à part, par la force des choses, pas normaux. Je crois qu'il, non seulement dans l'école, mais dans la société, euh, et qui plus est dans le monde, dans les, tous ces aspects violents de la société, dont on parle beaucoup, les banlieues difficiles, etc. Euh, j'ai des amis, et moi-même d'ailleurs, j'y participe, ont, compteurs qui ont des actions militantes dans ces quartiers difficiles
dans les quartiers, comme ils disent. Ludovic Souliman en a fait un livre qui va paraître au mois d'octobre. Euh, c'est pas la peine, il n'y a qu'à voir. Les gens sont violents parce qu'ils n'ont pas la parole, parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils ne peuvent pas parler, parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, parce ils ne peuvent pas dire. À partir du moment où on ne peut pas dire, on devient violent. Tout le travail disons, du conteur militant, en l'occurrence, et des contes, c'est de délivrer la parole. Par exemple, bon, j'ai patronné, oui, parrainé, disons, une classe d'une banlieue parisienne. C'est quand même terrible. C'est l'institutrice qui m'avait contacté. C'était des gamins elle ne pouvait pas acheter. L'idée, c'était de donner des enregistreurs à ces gamins pour qu'ils aillent faire raconter des histoires à leurs parents, à leur mère, leurs grands-parents, etc. Ils n'avaient pas. Elle s'était adressée à la municipalité, pas un sou. À l'État, au ministère, pas un sou. Et puis on lui interdisait de faire ça. Donc, moi, je lui ai fait une soirée de contes gratuite pour qu'elle puisse acheter quelques enregistreurs pour distribuer à ses gosses. Mais ça a fait un truc pas possible parce que ils ont enregistré leur grand-mère. Leur grand-mère ou leur mère commençait par leur dire mais non, je sais rien, moi j'ai pas d'histoire. Je sais rien. Et s'ils insistaient, elle commençait à raconter un truc, puis un autre. Et puis ça devenait on s'apercevait que c'était des gens qui savaient beaucoup de choses, plein de trucs, pas seulement des contes, mais ils étaient héritiers d'une parole, d'une sagesse locale, enfin de trucs, quoi. Mais ils ne le disent pas. Et voilà, je crois que à partir du moment où je crois que voilà, la violence naît de l'absence de parole, de l'incapacité de dire. Euh, une des missions du conteur peut être aussi de leur faire raconter des histoires. Il y a des... Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai été président du jury une année, il y a un concours des enfants conteurs. Dans toute la région parisienne, il y en a d'extraordinaires qui racontent avec une force, une évidence formidable. Et la finale se passe à l'Olympia. Les finalistes du concours d'enfants conteurs de toutes les banlieues de Paris et de la région, ils passent devant 2500 gosses à l'Olympia. C'est pas que dalle, hein, c'est pas rien. Là, on les assure avec. Ils font ça formidable. Ouais. Quand vous me dites équilibre, moi j'entends instabilité. Instabilité, l'équilibre, c'est pas un état agréable. On a toujours peur de tomber, non, quand on est à l'équilibre. Plutôt tomber comme ça, être tranquille, plus se préoccuper d'équilibre. Si vous voulez que je vous dise, moi, je sais pas. Je, j'aimerais pouvoir vous dire rien. Vous voyez? J'aimerais pouvoir dire que je ne tiens à rien et que, voilà, ça signifierait que je suis complètement libre de tout. Ouais, j'aimerais bien. La vérité, c'est que c'est pas vrai parce que j'ai des attaches, j'ai des amours, j'ai des gens qui me sont chers. Voilà. Donc, ceux qui me tiennent le plus à cœur, c'est que ceux que j'aime aillent bien. Voilà, c'est tout. Mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Justement, je crois que je me demande si une grande partie de cette espèce de d'émotivité qu'on cultive, qu'il ne peut y avoir d'informations qui ne soient pas
euh, affecté. Je veux dire, on ne cultive que l'émotion. Il n'y a plus d'information, il y a une espèce de surenchère permanente d'émotivité, de dramatisation. Il faut que tout soit dramatisé, quoi. Je sais pas, quand j'entends à la radio que un gosse se fait tuer, euh, bon, dans des circonstances, déjà c'est une information pénible. Mais si on me passe les pleurs de la mère en plus, merde. C'est pour moi, c'est pas de l'information, ça, c'est de l'obscénité. Il faut. Or, ce qu'on appelle l'information et les médias, euh, ils devraient s'examiner un peu. Pour moi, ils deviennent de plus en plus obscènes, au sens que je viens d'employer. Euh, une sorte de. Ils sont sans cesse dans l'exagération émotive. Euh, dans l'exagération émotive, il y a l'impudeur, et au-delà de l'impudeur, oui, il y a l'obscénité. La véritable obscénité, pour moi, c'est ça. Or, les médias sont incapables de se retourner sur eux-mêmes, de s'examiner, de se dire. Si on leur dit ça, si on dit ça à un journaliste, il va dire quoi tout de suite, c'est toujours la faute de la presse. Eux, ils sont jamais en faute. Et pourtant. Non, franchement, là, j'ai pas de message à transmettre à l'humanité. Vous rigolez. Je suis quand même pas mégalo. Non, non. L'humanité, en plus, l'humanité, ça signifierait qu'elle est uniforme. Il n'y a pas d'humanité, ça n'existe pas l'humanité. Il y a des humanités. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que Sarkozy peut avoir en commun avec, même en restant en France, avec un clochard ou je ne sais pas, un Africain émigré? Ils n'ont rien de commun. Si. Pourtant, ils font partie de l'humanité, les deux. Il y a des humanités, il y a des déshumanités aussi, des inhumanités aussi. L'humanité n'est pas autonome, n'est pas homogène. Euh, Il y a des gens. Et finalement, arriver à parler à la personne qu'on a en face de soi, déjà, si on arrive à parler en vérité à la personne qu'on a en face de soi, c'est déjà énorme. Alors, ne pensez pas parler à l'humanité. Avant de s'endormir, je sais pas. Là, franchement, je sais pas, non. Euh, mais ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de. Je sais, vous essayez euh, de tirer du côté des généralités, des trucs, mais il n'y a que des cas particuliers. Euh, Il n'y a que des. Dans quel état vous vous trouvez, l'enfant, dans quel état il se trouve, c'est à quel moment, c'est quelle histoire qui vous vient. Être à l'écoute. Ben oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr.